Bonsoir, le grand plaisir du jour est arrivé et pile à l'heure, enfin, on se retrouve pour une nouvelle émission de 28 minutes. Et qui refuserait de s'en réjouir? Sûrement pas la belle équipe autour de la table. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Mathieu. Et l'actualité, ce sont ces reculs des politiques écologiques dans le monde entier, aux États-Unis, en Europe, en France. La lutte contre le réchauffement climatique ne semble plus être une priorité des gouvernements, mais les citoyens ne lâchent pas l'affaire, comme le prouve la mobilisation contre la loi du plomb. C'est la loi du plomb qui est contestée par beaucoup de nos concitoyens, beaucoup de jeunes en particulier. Mais c'est plus largement les reculs écologiques récents. La loi du plomb est un symbole parmi d'autres de ces reculs ou ces menaces sur l'écologie qu'il faut entendre. Alors la société civile peut-elle empêcher les reculs concernant les sujets écologiques? Cette mobilisation provoquera-t-elle un sursaut ou s'agit-il d'un effet de mode le temps d'un été? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui offrent chaque soir leur tournée générale de chroniques, bien sûr, à savoir Quentin Darmon et Marjorie Adelson. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, de quoi parle-t-on ce soir, Quentin? Eh bien, je vous présente un jeune footballeur italien qui s'apprête à découvrir l'élite avec son nouveau club. Je vous en parle parce qu'il a un nom, on va dire, un peu lourd à porter. D'accord, eh bien, on attend la fin d'émission pour le connaître. Et vous, Marjorie? On va partir en Allemagne. Un zoo fait polémique pour avoir abattu 12 babouins alors qu'ils étaient en pleine santé. Je vous raconte ça tout à l'heure. Eh bien, on vous retrouve tout à l'heure, bien sûr, car avant ça, nous allons parler de notre intérieur en nous allongeant sur un canapé. Alors non, rien à voir avec un cabinet de psy, on va plutôt parler de nos logis. Le journaliste et professeur d'architecture Jean-Louis André a étudié la Maison des Français depuis les 30 Glorieuses. Et ça va un peu plus loin que 4 murs et un toit, et même plus qu'une étagère Billy. Oui, on en parle tout de suite dans 28 minutes. Bonsoir Jean-Louis André. Bonsoir. Alors vous êtes auteur et réalisateur. Votre livre « Notre chez-soi », la Maison des Français depuis les 30 Glorieuses est paru chez Odile Jacob. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Bonsoir Valérie Brochard. Bonsoir. Bonsoir Gia Vanest. Bonsoir. Alors Jean-Louis André, dans ce livre, La Maison des Français depuis les 30 Glorieuses, vous auscultez notre intérieur, un petit peu on va dire ça comme ça, à nous les Français. Mais chez vous, c'est comment en fait? Chez moi, c'est plein d'endroits. Parce que je suis un peu nomade, justement. Ouais. J'aime vivre un peu à Nancy, qui est mon port d'attache, mais je suis irréductiblement marseillais, et puis aussi un peu parisien. Donc, c'est plein d'endroits. D'accord, c'est très bohème, comme on dit aujourd'hui. En tout cas, Jean-Louis André, vous êtes ici parce que vous avez le profil idéal pour analyser nos intérieurs, et on va comprendre pourquoi, grâce à Olivier Boucreux. Jean-Louis André, vous êtes journaliste, auteur, documentariste. Vous avez raconté le monde à table. Vous racontez aujourd'hui la France qui s'abrite. Pour interroger notre rapport intime à l'habitat, vous avez le profil idéal. Lorsqu'on se promène dans une trentaine de villes comme je l'ai fait, on s'aperçoit qu'il y a en fait un grand espace urbain qui a énormément grandi. 80% des Français qui vivent dans ce qu'on pourrait appeler un milieu urbain ou périurbain. Vous êtes né à Marseille dans une famille où déjà le logement n'était pas neutre. Votre père, huissier du Trésor, entrait dans les maisons pour dresser l'inventaire de tout ce qui pouvait être saisi. Normalien, vous avez été formé à l'architecture sur le tas auprès de Ricardo Bofill à Barcelone. Tu ne connais rien à l'architecture, mais ta façon de raisonner me plaît, vous a-t-il dit. Vous avez coécrit avec lui Espace d'une vie en 1989 et vous enseignez aujourd'hui l'histoire de l'architecture à l'Institut Polytechnique et à Ben Guerir au Maroc. Avec vos livres et vos documentaires, vous explorez autant nos façons de construire, de vivre dans les villes que de cuisiner. Dans Le Pilon et la Fourchette, vous suivez deux femmes dans une cuisine populaire à Nîmes. Je suis arrivé ici, il y a l'entrée qui part, après il y a le plat, après il y a l'investissement. Je dis, mais c'est quoi tout ça là? Chez nous, on met tout ensemble, on s'assoit, on mange et puis c'est fini, on boit l'eau. Chez vous, on trouve des portraits, des livres de gastronomie comme Le vrai goût du Vietnam ou du Maroc et des essais grand public comme Dis-moi ce que tu manges. La France aussi, on peut l'analyser, on peut la comprendre dans son évolution, simplement en regardant ce qu'elle mange et comment on mange, nous tous, depuis 50 ou 60 ans. Et ça a tellement changé. Avec Notre chez-soi, vous proposez une histoire de la maison en France depuis les 30 Glorieuses. On y croise Le Corbusier et les nains de jardin, Bachelard et les crédits sur 25 ans. Vous observez ce que le logement dit de nous. Notre maison nous habite autant que nous l'habitons. Vous soulignez aussi ce paradoxe, alors que 3 millions de personnes attendent un logement social, on continue de détruire des habitations. Il va falloir trouver des formes qui sont entre le collectif et l'individuel. Ce constat, loin d'être comptable, dit beaucoup d'une société qui peine à penser l'habitat autrement qu'en termes de rentabilité.
Voilà, Jean-Louis. Bravo. Merci en tout cas. Notre chez-soi, c'est le titre de votre livre. Qu'est-ce que ça veut dire, notre chez-soi? Notre chez-soi, c'est l'endroit, c'est pas simplement 4 murs et un toit, c'est l'endroit où nous investissons, où nous exposons notre intériorité. C'est notre intérieur et notre intériorité à la fois. Donc c'est un peu le showroom de notre personnalité. Alors vous analysez la maison, le logement des Français depuis les 30 Glorieuses. Est-ce que la façon dont on choisit notre logement et aussi dont on l'agence est liée notamment à l'évolution de la famille? Ah bien sûr. Après-guerre, c'est le baby-boom, donc on a forcément besoin d'énormément de logements et ça va donner ces logements, ces grands immeubles qui poussent comme des champignons à la périphérie des villes, hein, c'est l'époque des grands ensembles. Aujourd'hui, on est plus dans une famille qu'on va dire nomade ou recomposée et donc forcément, le logement ne se conçoit plus comme quelque chose d'éternel dans lequel on va s'installer, on ne va pas léguer son logement, enfin si peut-être, mais on l'espère, mais on ne cherche plus à fonder une maison, comme on disait autrefois, la maison. On cherche plutôt à l'habiter, à bien l'habiter. Et donc, ça se voit notamment dans l'habitat. Hein. Mes parents allaient acheter des meubles en chêne et en noyer. Aujourd'hui, on va chez Ikea et puis on casse tout. Et puis, c'est pas grave si on les... Ah ben alors, justement, j'allais vous parler aussi de cet ameublement-là. Est-ce que finalement, tous nos intérieurs ne sont pas tous un peu aseptisés? On a tous la bibliothèque Billy à la maison, quoi. Et c'est le grand problème. C'est une des sources, enfin, un des points difficiles, je trouve, dans le logement. C'est qu'à la fois, il est censé représenter notre intériorité, donc notre unicité, notre personnalité qui ne ressemble à aucune autre. Et en même temps, on a accès de plus en plus, on n'a plus accès à des vrais artisans, on a accès à des gens qui nous donnent des matériaux très préfabriqués, à des meubles préfabriqués. Alors, Ikea, on l'a dit, mais ça peut être Action, hein, ça peut être des choses encore plus meilleur marché. Enfin, voilà. Donc, on est dans des choses qui sont... Leroy Merlin, enfin, on est dans des choses qui sont des chaînes qui sont au service de notre unicité. C'est ça qui est un paradoxe. C'est ça. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est vrai que maintenant, on a changé aussi la manière dont on appréhende nos maisons, parce qu'on cherche plus seulement à y habiter, mais à s'épanouir chez soi. Et on a fait cette expérience totale avec le confinement. Alors, le confinement a beaucoup joué, effectivement. Notamment, il a élargi l'espace de notre espace intérieur jusqu'à l'extérieur. C'est-à-dire que le jardin est devenu une extension du salon. D'ailleurs, il y a eu une explosion des meubles de jardin, des salons de jardin, de la piscine, du trampoline, du barbecue, Weber, etc. Il y a toutes sortes, tout un mobilier qui est apparu. Le contre-coup de ça, par exemple, que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus des palissades opaques autour des jardins. Vous savez, c'est plus haute, ça. Plus haute et plus opaque, moins transparente, il y a plus ce clair-obscur ou cette espèce de transparence qu'on avait autrefois dans les banlieues périurbains quand on marchait. Pourquoi? Parce qu'effectivement, puisque c'est notre intimité, on n'a pas forcément envie de l'exposer aux yeux de tous, donc on monte les murs, quoi, et on se cache derrière les murs. Alors justement, on va voir à propos de nos intérieurs, Julia, avec vous, que le marché de la décoration et de l'ameublement va faire actuellement grise mine. Hein. Un petit peu, oui. Alors en 2024, ce marché du meuble a reculé de 5,1% en France. Après, vous l'avez dit, une grande période d'euphorie pendant les confinements. Les Français achètent moins de meubles et de déco. Pourquoi? Déjà parce qu'ils déménagent moins, les Français. Avec la hausse des taux d'intérêt, le marché immobilier est en berne. Et puis aussi, il y a la question de la vie chère. Avec l'inflation, les Français, désormais, font des arbitrages et bien souvent, les meubles et la déco, ça passe à la trappe. Les Français achètent donc moins et à plus petit prix. Je vais vous donner un exemple. Les commandes inférieures à 100 €, donc concernant les meubles et la déco, ont progressé de 14% l'année dernière. Résultat, ce marché-là est en train de se recomposer. Les enseignes classiques comme Jiffy, Maison du Monde sont en difficulté. Il y a Casa aussi qui a été placé en liquidation judiciaire. En revanche, ce qu'on appelle la fast déco fait un carton. Des bougies, de la vaisselle, des parures de lit qui sont importées de Chine et qui sont vendues à tout petit prix. Forcément, c'est très tentant pour les Français, même si ces produits sont de moins bonne qualité et pas vraiment bons pour l'environnement. On voit donc qu'en 2025, les Français font toujours très attention à leur intérieur. Ils veulent créer comme ça des petits cocons. Est-ce qu'ils sont quand même confrontés à une forme de frustration, les Français, parce qu'il y a cette question de la réalité avec notamment les prix,
Bah oui, parce que de toute façon, on voit bien qu'acheter son appartement, alors si on est à Paris, j'en parle même pas, mais acheter l'appartement ou la maison devient le combat d'une vie. Hein. Dans les années 50, c'est 10% le loyer qu'on paye. 10% des revenus sont consacrés au loyer. Aujourd'hui, on est bien plus haut, on est à 50%, quoi, je crois. Donc voilà, c'est effectivement... Alors, sur ce que vous disiez sur la fast fashion, le fast déco, oui. C'est vrai. Et en même temps, ça finit par créer un style qui va de nos appartements au Airbnb, par exemple. Le Airbnb, c'est l'archétype de cette phase déco, quand même. Hein, le petit paillasson marqué bienvenue, le vase avec les tresses autour, avec les joncs autour, etc. Il y a tout un style qui est apparu. C'est vrai. Alors, on le voit, quand même, être propriétaire, c'est quand même toujours important pour les Français. C'est un rêve pour certains. Et surtout, le rêve d'être propriétaire d'un pavillon. Le pavillon reste tout de même aujourd'hui un objectif pour de nombreuses familles françaises. Alors ça l'a toujours été. Hein. On a essayé de faire croire l'inverse quand on construisait des immeubles collectifs en masse dans les années 60-70. On se dit mais non, mais les sondages étaient toujours là. Donc c'est effectivement pour 90% des Français, c'est le pavillon qui reste un rêve. Alors il y a plein de raisons. Hein. Il y a l'idée on veut pas du voisin au-dessus, on veut pas ressembler aux autres, mais il y a surtout effectivement quelque chose de... Alors on veut un extérieur, ça, depuis le Covid, mais aussi on veut quelque chose dont on peut faire le tour. Hein, les gens disent souvent ça, faire le tour, 4 murs et un toit, la chanson de Benabar. Hein, pouvoir faire le tour de sa maison, c'est pouvoir se l'approprier. Quand vous êtes devant un immeuble de ville ou un immeuble de cité, vous ne pouvez pas faire le tour. Et pourtant, le modèle du pavillon, il a été remis en cause il n'y a pas si longtemps, en 2021, notamment par la ministre du Logement de l'époque, Emmanuelle Wargon, qui, sur le plan écologique, disait tout simplement le pavillon, c'est une aberration écologique. Oui, alors c'est là que... Elle a raison ? Je ne sais pas si c'est la raison. C'est là qu'en tout cas, je disais, il va falloir trouver, et c'est un vieux rêve des architectes, hein, des solutions moins consommatrices d'espace, mais en même temps qui donnent l'impression ou l'illusion aux gens qui sont dans quelque chose de bien à eux, de personnel. Ouais. Donc c'est un vieux rêve de l'architecture, hein, d'essayer de faire à la fois, Beaufil justement, on avait beaucoup travaillé là-dessus, où on a un immeuble collectif, mais en même temps qui ménage suffisamment. Oui, qui va ménager des coins, des recoins, des terrasses, des extérieurs qui font qu'on est presque dans un immeuble, dans un pavillon individuel. Dans votre livre, vous écrivez que notre logement nous habite autant que nous l'habitons. Ça veut dire quoi, ça? Parce que quand on va rentrer, nous trois, dans nos logements ce soir, en quoi, finalement, il nous habite aujourd'hui, là, sur ce plateau, mon logement, en quoi il m'habite? Parce que c'est à la fois... Parce qu'on y met ce qu'on est. Donc, il y a une espèce de dialectique qui se crée. Hein. On y projette son intériorité, et cette intériorité finit par nous raconter autant que... presque nous résumer. On devient un peu prisonnier de son propre intérieur. Nous savons que Beaufil disait ça, à la fin de sa vie, il disait, j'ai construit... Il avait une cimenterie magnifique, où il vivait comme ça, qu'il avait transformé, et il disait, j'ai l'impression un peu de temps en temps que ça devient un peu un tombeau quand même, elle finit par m'enfermer, ma propre maison. Oui, c'est ça. Et alors le logement de demain, d'après vous, à quoi il pourrait ressembler? Justement, à essayer de trouver des formes entre l'individuel et le collectif, c'est-à-dire quelque chose qui soit plus dense, et en même temps qui préserve, qui donne une impression d'intérieur, extérieur et d'individualité. Alors même si l'été on est beaucoup à l'extérieur, il est toujours bon de réfléchir à notre habitat. Merci beaucoup Jean-Louis Audrey, votre livre « Notre chez-soi, la maison des Français depuis les Trente Glorieuses » est publié Audi Jacob. Merci d'être passé par 28 minutes ce soir. Merci beaucoup. Allez, passons à notre débat. Un réchauffement climatique, mais quel réchauffement climatique là? Depuis de nombreux mois, les politiques environnementales subissent un sévère recul. Aux États-Unis, en Europe, en France, au contraire des citoyens qui, eux, souvent se mobilisent, comme pour la pétition contre la loi du plomb. Alors la société civile est-elle le dernier rempart face aux reculs environnementaux? Nous en débattons juste après la mise au point d'Amira Swilem. C'est la dernière annonce tonitruante de Donald Trump. Le président américain a fait savoir sa volonté de détricoter l'arsenal législatif qui permettait de limiter les émissions de gaz à effet de serre dans son pays. Si elle est finalisée, l'annonce d'aujourd'hui sera la plus grande annonce de dérégulation des États-Unis. Un projet qui fait écho à ce qu'il se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Les Européens se sont engagés à acheter davantage de gaz et pétrole américain, suscitant la crainte des écologistes du vieux continent. Ils craignent l'enterrement du Green Deal censé hâter la transition écologique. En France aussi, des mesures en faveur de l'environnement sont retoquées.
coup de rabot donné à MaPrimeRénov', assouplissement de l'extension des élevages intensifs ou encore fin des zones à faible émission qui limitaient la circulation en ville. En 6 mois, le réseau Action Climat, dont fait partie Greenpeace, a dénombré, je cite, plus de 43 reculs environnementaux en France. On voit clairement qu'une partie de l'hémicycle de la droite à l'extrême droite et une partie du centre est en train de se trumpiser. Et on voit bien que oui, effectivement, on passe au-dessus des avis des scientifiques, on passe au-dessus des processus démocratiques. Face à ce qu'ils assimilent à des reculs environnementaux majeurs, certains citoyens s'organisent. Comme ici, aux abords du chantier de la 69. Une mobilisation citoyenne qui a culminé avec le mouvement contre la loi du plomb et la pétition qui a recueilli plus de 2 millions de signatures. Ce qui nous donne encore plus de courage qu'avant, c'est qu'on voit qu'il y a une vraie unité, d'où qu'on vienne, quelles que soient nos provenances, pour refuser ce qui serait vraiment une régression stupide. Alors, assiste-t-on à un retour de bâton écologique? L'écologie lasse-t-elle les politiques et pourquoi? La société civile peut-elle servir de rempart? Voilà, et pour en parler, nous recevons ce soir Yvan Couronne. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef, Avenir de la planète pour l'AFP. Selon vous, le pic de mobilisation mondiale pour l'écologie que l'on a connu dans les années 2020 est en train de retomber en raison de la crise économique et énergétique. En France, dites-vous, le mouvement Jeunes pro-environnement ne suffit pas à contrer les projets anti-écologiques. À vos côtés, Géraud Guibert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président honoraire de la Fabrique écologique. Votre livre, Le grand malentendu climatique, est paru aux éditions de l'Aube. Alors, selon vous, la France recule sur les questions environnementales ou, en tout cas, dites-vous, n'avance pas au rythme nécessaire. Pourtant, les sondages montrent que l'écologie reste une préoccupation forte des Français et cela se traduira probablement lors des élections à venir. Et puis, Marie Chureau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes activiste pour l'écologie et la justice sociale. Selon vous, il y a une dissonance entre les attentes des Français et les reculs environnementaux. Les citoyens sont devenus, dites-vous, un contre-pouvoir important et parfois plus compétent sur les questions scientifiques et juridiques. Et pour entamer ce débat, c'est avec vous, Valérie, et un mot, on va dire, particulièrement complexe, et j'ai envie de vous dire bon courage ce soir. je vais y aller. C'est Endangerment Finding. Bravo. Bon, en bon français, ça donne quelque chose comme conclusion de mise en danger, des mots pour définir un ensemble de preuves scientifiques qui sert de base légale depuis 2009 à l'Agence américaine de protection de l'environnement pour réguler les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis. Eh bien, hier, Donald Trump a donc annoncé vouloir abolir ces réglementations. Yvan Couronne, on n'a pas vu les Américains descendre par milliers dans la rue pour s'insurger contre cette déclaration, cette volonté du président américain. Est-ce à dire que l'écologie n'intéresse plus personne et partout dans le monde? Pas plus que quand Donald Trump a signé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Pas plus que quand il a réautorisé des gisements pétroliers et gaziers, y compris dans des zones protégées. Pas plus que quand il stoppe ou il suspend des projets d'énergie renouvelable ou solaire, y compris dans des États qui ont voté pour lui. Donc non, il n'y a clairement aucun mouvement fort, en tout cas de l'opinion américaine. Ouais. C'est-à-dire quoi, Marie-Chose? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société civile, on en parle, on va en parler justement de cette société civile française, ne s'est pas du tout mobilisé, finalement, ne s'intéresse plus à ce que pourraient faire aujourd'hui les politiques, quelle que soit la décision? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que la société civile, elle est de plus en plus organisée, en fait. Je pense qu'il y a plusieurs phases. Par exemple, moi, je me suis mobilisée pendant les marches pour le climat. Je faisais partie des des jeunes qui organisaient. Et en fait, avant cette période-là, on réservait l'écologie plutôt aux ONG. C'était plutôt les ONG, les associations qui se mobilisaient sur l'écologie. Ensuite, après 2019, il y a eu un peu un sursaut aussi où il y a d'autres personnes qui se sont mobilisées sur ces questions-là, et notamment, du coup, les jeunes pour le climat. Et je trouve là qu'on est dans une nouvelle période où, en fait, tout le monde se saisit de ces questions-là. Je pense par exemple du coup à cette pétition contre la loi du plomb qui a été lancée par une étudiante. Qui a été lancée par une étudiante. Alors évidemment que les mobilisations contre la loi du plomb ont été portées par des ONG, mais le fait qu'une étudiante toute seule se lance une pétition, je trouve que ça assez éloquent. Et puis par ailleurs, on voit aussi énormément de collectifs qui se mobilisent partout en France contre des destructions environnementales. Des collectifs qui se mobilisent et pourtant, ZFE, mise en cause des aides à la rénovation thermique, réintroduction d'un néonicotinoïde, on va y revenir, remise en cause du ZAN, zéro artificialisation nette. Depuis le début de l'année, il y a eu beaucoup de votes et de recul sur l'écologie. Comment vous regardez ça, Géraud Guibert ? Je crois qu'il y a vraiment une dissonance entre, d'un côté, les Français et les Européens, qui sont toujours convaincus qu'il faut agir sur le plan écologique et climatique, très largement,
très largement. Et par contre, une difficulté pour toute une série de gens, en particulier les plus modestes, mais aussi une partie de la classe moyenne, à accepter un certain nombre de mesures ou un certain nombre de dispositions de politique écologique qu'ils ne peuvent pas suivre. Je donne 2 exemples. On dit aux gens, il faut que vous bougiez, vous rouliez de manière propre. Ouais. Or, les gens, ils ont acheté leur maison à 30 km de chez eux, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils prennent leur voiture parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, et ils ne peuvent pas changer de voiture parce que ça coûte trop cher. Et donc, ils sont frustrés. Le deuxième exemple, on dit aux gens, il faut manger propre. Et encore faut-il avoir les moyens aujourd'hui de manger propre. Et donc, je pense qu'il n'a pas été assez pensé dans la transition écologique, et ça, c'est assez ancien, c'est depuis plusieurs décennies, il n'a pas été pensé ce lien entre la vie quotidienne, en particulier des plus modestes et d'une partie de la classe moyenne, et les objectifs de transition écologique. Alors, bien sûr, il y a ensuite la superstructure politique qui joue un rôle évident. On va parler de la politique dans un instant, mais Yvan Coronne, pour vous, quels ont été justement les reculs en matière de politique environnementale, notamment en France, qui ont été les plus marquants et qui ont marqué le plus l'actualité? Les ZFE, les zones à faible émission. Il y a 300 villes en Europe qui ont des ZFE. Pour empêcher les véhicules les plus polluants de circuler dans les villes. C'est des règles, il y a des tas de villes en Europe qui ont décidé d'interdire les véhicules les plus polluants, chacun un peu leurs règles, les diesels d'avant 2006, peu importe. Et ça, certaines villes ont mis des péages. Londres a la plus grande ZFE au monde. Okay, ça coûte 12 pounds de rentrer dans Londres. Est-ce qu'on sait aujourd'hui que la qualité de l'air à Londres est meilleure qu'à Paris? Et ça a sûrement aidé aussi, la ZFE de Londres. Donc il faut... Ça, pour moi, c'est un... Pour vous, ça a été plus marquant. Ça, c'est marquant. Oui. Ça, c'est vraiment important. Ça. Et après, au niveau européen, il y a plein d'autres choses qui sont encore plus marquantes. Ouais. Peut-être comment expliquer cette situation, c'est qu'en France, nous sommes un pays qui reste jacobin, et donc nous avons voulu faire des ZFE pour tout le monde, enfin pour les principales agglomérations, un peu avec le même format, etc., avec un accompagnement qui était lui aussi au niveau de l'État, mais qui en réalité n'existait pas ou très peu. Alors que la réalité, c'est qu'il faut que ce soit au niveau du terrain que ça se décide. Et du cas par cas. Au niveau et du cas par cas, y compris sur les dispositions pratiques et concrètes. Marie Chureau, sur les reculs sur ces 6 derniers mois, pour vous, quel est le plus marquant, quel est le plus impactant même, et qui montre bien ce recul sur les politiques environnementales? Est-ce qu'il y a un sujet particulier? Effectivement, moi, la loi du plomb, je trouve que c'est un immense recul. Mais je pense aussi qu'on parle énormément de backlash et que la loi du plomb serait le symbole, le synonyme de ce backlash. En fait, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur qu'est-ce qu'on appelle un backlash. Pour moi, le backlash, il vient essentiellement des industries, des syndicats, du gouvernement qui ont en fait un intérêt à mettre en place des politiques anti-écologiques. Je pense par exemple à la FNSEA, alors même que la FNSEA, elle vient... syndicat agricole de France. Oui, exactement, premier syndicat agricole de France, et qui en fait, la FNSEA, elle ne représente qu'une infime partie des agriculteurs. La FNSEA, elle représente plutôt des céréaliers qui sont en fait les seuls agriculteurs qui vivent assez bien de leur travail. Mais la FNSEA vient dire que tous les agriculteurs de France ont besoin de l'arrêt des normes environnementales pour survivre. Or, la première revendication des agriculteurs de France, c'est plutôt une hausse de leurs revenus et un revenu digne qui leur permette de vivre. Et donc, en fait, je trouve que ce backlash, il est effectivement organisé, mais par les grandes industries, par le gouvernement, qui ont un intérêt à ça, mais qui n'est pas en fait partagé par l'essentiel des Français. Même des agriculteurs qui se mobilisaient aussi contre les normes. Il y a beaucoup. Évidemment, mais c'est aussi parce que la FNSEA, derrière, récupère ce mot d'ordre-là. Je pense aussi aux mobilisations agricoles qu'il y a pu avoir l'année dernière, où en fait les premières revendications, dès le départ, dans les villages, dans les campagnes, c'était la hausse des revenus, et que la FNSEA est arrivée et a redirigé la mobilisation vers ce mot d'ordre-là, ce qui est absolument aberrant. Alors, Yvan Coronne, il y a quand même eu cette avancée, c'est le vote de la loi pour interdire les PFAS, alors dans certaines catégories d'objets. Est-ce que, justement, c'est une avancée et ça rééquilibre un peu quand même ces reculs que l'on vient de citer un à un? Oui, je pense qu'il y a une prise de conscience très très lente, très progressive des dangers de ce genre de particules. Les polluants éternels, pour le dire. On en a interdit quelques-uns, mais ailleurs dans le monde aussi, ça commence à naître. Il y a aussi un peu une mobilisation, une prise de conscience des plastiques, des microplastiques. La semaine prochaine, il y a une grande négo à Genève pour peut-être le premier traité contre la pollution plastique. Donc ça commence à bouger un petit peu. Mais je voudrais rebondir un peu sur ce qui a été dit juste avant. Ce n'est pas un phénomène franco-français. Donc on peut parler de la structure jacobine, on peut parler de la FNSEA, mais en fait, vous regardez les voisins européens, ils ont un peu le même problème. La campagne électorale en Allemagne, donc des zéro climat. Des européennes. Oui, c'est ça. bien sûr. Ouais, voilà, c'est un sujet. Les autres pays européens vivent la même chose que nous. En Allemagne, on a parlé sécurité, inflation, récession, immigration. Ils
Ils n'ont pas parlé climat. En 2021, la campagne précédente, c'était le summum de la mobilisation. Ça, c'est perdu. Et en 2019, on se souvient des élections européennes, en effet, où les écologistes avaient fait beaucoup de scores. Alors, on sait aussi, Géraud Guibert, c'est la question qu'on peut se poser. En 2019, en effet, tout le monde se disait écolo. C'était incroyable, de droite comme de gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'il y a une désertion du sujet par les politiques ? Alors, moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le grand malentendu climatique », dont le cœur de l'argumentation, c'est de dire les élites ne font pas ce qu'il faut et ne font pas comprendre et n'agissent pas suffisamment pour que les citoyens puissent enchaîner et puissent valoriser un certain nombre d'initiatives qu'ils font. Parce qu'il se passe des choses sur le terrain. Des sujets, quoi. Parce qu'il se passe des choses sur le terrain. Et je pense que si les politiques sont dans cette situation, c'est qu'ils n'ont pas pris conscience à quel point la transition écologique percutait l'organisation de la société. Oui. Ça percute très fortement l'organisation de la société sur les modes de déplacement, sur les modes d'habitat, sur les habitudes alimentaires, etc. Et donc, ce n'est pas tout à fait évident. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord tracer une perspective claire. Or, je trouve qu'on n'en a pas de perspective claire. Et d'autre part, il faut évidemment que derrière, les moyens, les outils soient adaptés à la situation de chacun, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ouais, alors on est en train de le dire, l'écologie politique perd du terrain, ne convainc plus. Et pour le député macroniste qui va suivre, eh bien, c'est en partie la faute du morcellement de l'Assemblée nationale. On écoute Pierre-Alexandre Anglade. Vous savez, depuis 2017, même si on a pu parfois entendre l'inverse, beaucoup de choses ont été faites par le président de la République. Et on constate depuis la dissolution, en réalité, depuis qu'il n'y a plus de majorité à l'Assemblée nationale, une forme de recul mortifère sur les questions environnementales, sur les questions de biodiversité, de lutte pour le climat. Marie Chureau, aujourd'hui, la parole écologiste, elle a été récupérée par les populistes ? Non, je pense pas. Et je pense que c'est assez hypocrite de dire que l'écologie aurait déserté les rangs de l'Assemblée nationale, par exemple, à cause de la dissolution. Je pense qu'elle a... en fait, pour moi, c'est pas une désertion. Pour moi, c'est une clarification aussi du fait que, en fait, les macronistes qui s'érigeaient en grands sauveurs du climat, Emmanuel Macron, on se souvient, qui disait « Make our planet great again », qui a mis en place la Convention citoyenne pour, au final, trahir les 120 citoyens qui siégeaient dans cette convention. Et donc, je trouve que c'est assez hypocrite de tenir ce genre de discours. Je pense que l'écologie, aujourd'hui, peut-être qu'elle a perdu de la place dans les rangs de l'Assemblée nationale, aussi effectivement parce qu'il y a de plus en plus de populistes et de plus en plus de trumpistes, et c'est ce que disait la chargée de campagne de Greenpeace. Effectivement, il y a aussi, et je suis assez d'accord sur le fait que c'est un discours aussi planétaire, qui est porté par Trump et plein d'autres. Mais derrière, l'écologie politique, il ne faut pas la résumer à juste de l'écologie partisane. L'écologie politique, elle se fait aussi sur le terrain, et vraiment, j'insiste sur le fait qu'il y a énormément de mobilisations qui ont lieu sur le terrain. Moi, j'étais il y a quelques jours à la mobilisation contre l'A69. Il y a énormément en fait, de personnes. Ça permet de mobiliser énormément de monde. Mais un mot tout de même aussi, Yvan Couronne, pour reprendre ce que disait Valérie Brochard à l'instant sur les populistes. On a vu tout de même, lors du vote pour la suppression ZFE, Rassemblement National, les Républicains et LFI ensemble pour voter ça. C'est-à-dire que là, on a une alliance populiste clairement contre aujourd'hui un projet environnemental donc sur les voitures les plus polluantes en centre-ville. Donc en fait, ça s'est vraiment fracassé là sur le mur du populisme. C'est pas un mot que j'emploierais là, je sais pas. Mais en revanche, ça se fracasse. Je pense un des arguments, c'est un peu, je reprends ce que vous disiez, ça coûte cher. De racheter une voiture électrique, etc. Donc mais ça, encore une fois, c'est un problème qu'on a partout. Mais bon, après, tout n'est pas noir, en fait. On vend beaucoup plus de voitures électriques en Europe aujourd'hui qu'il y a un an. C'est un quart de plus, c'est 15% de part de marché. Enfin, il y a des choses qui avancent aussi. Justement, les choses qui avancent ou pas, en tout cas pour les Français, avec vous, Julia, parce que les Français, eux, sont de plus en plus inquiets, justement, du changement climatique. Oui, Jean-Mathieu, 4,2 millions de Français se disent éco-anxieux, selon une récente étude de l'ADEME. Et parmi eux, 420 000 présentent même un risque de dépression ou de troubles anxieux. Alors, qui est touché ? Eh bien, en moyenne, plutôt les femmes et les jeunes, mais les hommes sont plus susceptibles de développer des formes sévères d'anxiété. De même, si vous êtes diplômé, que vous vivez en Île-de-France ou dans une grande agglomération, vous avez plus de risques de devenir éco-anxieux. Et figurez-vous que ce sont les agriculteurs et les exploitants qui sont les plus touchés par ce trouble, et à l'inverse, les retraités sont les plus épargnés. En tout cas, cette détresse face au changement climatique peut avoir des impacts concrets dans la vie quotidienne. Par exemple, parmi les Français
qui ne veulent plus d'enfants ou ne veulent pas d'enfants. 31% disent que c'est lié à la situation environnementale, ne pas faire d'enfants ou pourquoi pas changer de métier. C'est le cas d'un pilote qui, après avoir passé 20 ans chez Air France, eh bien, il a décidé de démissionner dans un post sur LinkedIn qui est devenu viral. Il raconte, je cite, « Brûler des milliers de litres de kérosène à chaque fois que j'allais travailler, eh bien, je n'y arrivais plus. » Géraud Guibert, est-ce que ces reculs environnementaux, est-ce que finalement, ils ne vont pas à contre-courant de la population française? Si, ils vont à contre-courant. Vous citiez les agriculteurs. Ce qui est très frappant, c'est de constater, ce sondage est très, très intéressant, parce qu'en effet, ils sont très largement touchés par le changement climatique, par les cancers liés aux pesticides, par beaucoup de choses. Et donc, je pense qu'il faut bien avoir conscience que l'agriculture est d'abord très diverse. Et moi, il y a une chose que je ne comprends pas dans le débat sur la loi du plomb, c'est que le principe de précaution doit s'appliquer. Je reconnais que la science n'est pas complètement claire sur ce sujet, mais le principe de précaution doit s'appliquer. Et surtout, on nous dit que les normes européennes ne sont pas encore à ce niveau-là, mais qu'est-ce qu'on attend pour fixer en effet une norme d'interdiction, mais compenser pour les agriculteurs cette interdiction? Je pense que ça, ce serait une vraie logique d'accompagnement intéressante, alors qu'on est dans un débat, il faut interdire ou il ne faut pas interdire, mais si on disait on interdit, mais on compense, en tout cas pendant les quelques années où ce n'est pas une norme européenne, on compense le manque à gagner que peuvent avoir certains agriculteurs, je pense que ce serait une démarche positive et intéressante. Mais comment expliquer justement, Marie-Cho, cette contradiction? Est-ce qu'on a vu en effet, vous le disiez tout à l'heure, cette mobilisation impressionnante autour de la loi du plomb, là, plus de 2 millions de signataires, et en même temps, c'est les mêmes Français qui continuent à acheter du diesel sans problème, des voitures diesel. Est-ce que c'est pas contradictoire? Non, je pense que c'est pas contradictoire. Je pense que on a tendance à comment dire ça? On a tendance à résumer l'écologie à des gestes individuels. En tout cas, c'est ce que le gouvernement veut nous faire faire, en parlant par exemple des ZFE, en parlant des voitures électriques qu'il faudrait qu'on achète. En fait, tant qu'il n'y aura pas une vraie prise en compte de l'écologie comme un problème social et qu'il n'y aura pas un vrai investissement de l'État en fait, dans la transition écologique, par exemple là dans le budget de 2025, il y a 2 millions, ou 2 milliards, pardon, 2 milliards ça me paraît plus pertinent, 2 milliards d'euros qui ont été coupés dans les fonds qui sont dédiés à la transition écologique. A priori, le budget 2026 ne va pas non plus aller dans le bon sens. Et donc en fait, tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience qu'il faut prendre ce sujet-là comme un sujet global et pas résumer ça à juste des petits gestes ou des gestes individuels pour les Français, en fait, on ne pourra pas avoir de changement. Il faut refonder complètement la façon dont on fonctionne en France pour pouvoir intégrer la transition écologique, et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et pour autant, Yvan Couronne, est-ce qu'on peut comprendre quand même qu'on puisse aujourd'hui opposer fin du monde et fin du mois? C'est-à-dire que c'est ce qu'on redit au-delà des comportements individuels, c'est-à-dire qu'on comprend bien que ce soit pour le diesel et pour plein d'autres sujets, même chez les agriculteurs aussi, le côté économique prennent le pas sur le côté écologique. Oui, en fait, il ne faut pas croire que la transition énergétique, c'est pas cher, c'est immédiat, c'est rapide, c'est sans douleur. Ça coûte cher au départ. Ça fait gagner beaucoup d'argent à la fin. Parce que si vous voulez vivre dans votre appartement non isolé par 45 degrés dans les canicules de 2030, ça va tuer beaucoup de monde, ça va coûter très cher. Et là, on parle des pays riches, on ne parle même pas des pays pauvres, où là, il y a des besoins d'investissement énormes et des catastrophes. Donc oui, ça coûte cher. C'est nécessaire, et voilà, malheureusement, il y a beaucoup d'argent à dépenser maintenant, c'est vrai. Mais Géraud Guibert, est-ce que finalement, dans cette pétition et dans cette mobilisation contre la loi du plomb, il y a deux volets, il y a le côté environnement et le côté santé. Est-ce que c'est pas davantage le côté santé qui mobilise? Moi, je suis convaincu, mais je plaide depuis très longtemps, que l'angle santé, la préoccupation santé des Français est essentielle pour la transition écologique. Parce que dans tous les domaines, quand vous argumentez sur la santé, mais à partir de données objectives, il y a des données objectives, il ne s'agit pas de raconter n'importe quoi. À partir de données objectives, que les gens sont concernés sur leur santé, je vois l'appel quand même des médecins sur la loi du plomb, etc., qui pèse quand même très lourdement. Bien sûr. Et je pense que beaucoup de sujets de transition écologique sont des sujets aussi de santé publique et de prévention. Et donc, c'est très important de montrer qu'en effet, à partir du moment où vous investissez dans la transition écologique, et je reviens sur ce que vous disiez, eh bien, vous gagnez de l'argent en termes ensuite de sanitaire et en termes de santé publique, et vous gagnez de l'espérance de vie, évidemment, aussi. Donc, c'est très important. Allez, grâce à nos archives, on va remonter en 2018, à la fin de cette année, une pétition déjà contre l'inaction climatique de l'État français rencontre un succès considérable. C'est une mobilisation citoyenne sans précédent.
On l'appelle l'affaire du siècle. Des personnalités qui s'engagent, des associations qui unissent leurs forces, une pétition à plus de 2 millions de signatures. Et aujourd'hui, une plainte déposée contre l'État français, accusé de ne pas tenir ses engagements en matière de protection de l'environnement. Voilà, Marie Choreau, ça a marqué forcément l'affaire du siècle, hein, une pétition qui est parvenue à faire reconnaître la responsabilité de l'État dans la crise climatique. Ça veut dire que les mobilisations citoyennes, là, peuvent payer ? On le voit avec ça ? Je pense qu'elles peuvent payer, en tout cas symboliquement. Je pense que c'était un moment fort de montrer que oui, la justice reconnaissait que l'État était coupable d'inaction climatique. Moi, je m'interroge quand même sur la portée de cette décision désormais, sachant que l'État a été condamné à juste 1 euro de dédommagement symbolique auprès des ONG. Mais ça reste quand même un moment fort et ça vient aussi faire un lien avec la décision de la Cour internationale de justice. Oui, c'est ça. Cour internationale de justice qui a eu lieu cette semaine, je crois. C'est ça. Et donc voilà, ça montre que derrière... on peut se saisir de la justice. Moi, je trouve que, du point de vue, en tout cas, des mobilisations locales, la justice, c'est vraiment un levier qui est hyper important pour les militants. Ça montre aussi que on peut peut-être pas espérer des politiques d'adopter des nouvelles lois, mais en tout cas, on peut utiliser la justice pour contraindre l'État ou pour éviter des destructions environnementales. Et c'est vraiment un enjeu, un levier qui est vraiment très utilisé aujourd'hui. C'est juste une chose pour la Cour internationale de justice, hein, ce sont des étudiants du Vanuatu qui ont porté plainte sur la responsabilité des États contre le dérèglement climatique. Oui, et est-ce qu'on n'est pas, encore une fois, dans le symbole, Monsieur Guibert ? Écoutez, moi je pense que le droit c'est très utile pour mobiliser. Je ne suis pas totalement convaincu que ça permet de déboucher sur des politiques climatiques vraiment fortes. Okay. Et l'affaire du siècle en est un exemple. Exactement. Par contre, quand il s'agit d'un sujet concret, par exemple la 69 ou par exemple les pesticides, là à ce moment-là ça peut jouer un rôle. Et la loi du plomb, il y aura un débat sans vote. Et il y aura un débat sans vote, on paye la situation politique qui est de l'Assemblée nationale, mais je pense que moi, ce n'est pas fini. Et je pense que moi, j'espère par exemple qu'à la rentrée, il y aura une grande manifestation sur la loi du plomb. Je pense, il y a le Conseil constitutionnel, je ne suis pas sûr que ça donnera un résultat positif, on verra. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas lâcher le morceau, qu'il y a évidemment... Et encore une fois, je dis, je ne comprends pas que dans le débat public, et peut-être que vous pouvez y contribuer, on ne pose pas la question, d'accord, on vous met en même situation de concurrencer les autres pays européens, en vous compensant la difficulté que vous avez. Et bien vous avez posé la question justement ce soir. Yvon Courant, je voyais ne pas être forcément... Oui, en fait, un signe, les militants du climat, donc il y a eu la grande mobilisation, Greta Thunberg, le travail formidable de Greta Thunberg, les années 2018-2019, beaucoup d'engagement d'État. C'est à l'époque, tout le monde veut être neutre en carbone, tout le monde fait des promesses, les États, les entreprises. Et puis c'est retombé depuis la crise énergétique 2022. Et il y a une frustration des militants du climat, au moins au niveau international, qui vont maintenant devant les tribunaux. Et là, ça bouge. Alors, c'est un tribunal local, un tribunal national, et maintenant des cours internationales. Et là, la plus haute juridiction internationale, la Cour internationale de justice, a pris une décision que personne n'attendait contre les combustibles fossiles. Qui sait quel effet, quelles répercussions ça pourra avoir. Alors, c'est pas demain, mais... ça existe. On suivra ça avec attention. En tout cas, merci beaucoup à vous trois d'être venus débattre sur le plateau de 28 minutes. Dans un instant, avec Quentin Darmon et Marjorie Adelson, on va changer de sujet en découvrant que Mussolini n'est pas seulement le nom d'un dictateur. Non, c'est aussi celui d'un footballeur. Et oui, et les supporters ne semblent aucunement lui reprocher son arbre généalogique. Avant de partir en Allemagne, où l'abattage de 12 babouins dans un zoo fait polémique. Mais avant ça, l'ingénieux et parfois, il faut bien le dire, ingénieux, et oui, Victor de Quiver nous offre une belle tartine de culture générale et ça fait du bien. Une nouvelle fois ce soir, vous dînerez moins bête. L'hymne anglais a-t-il été composé grâce à l'anus du roi Soleil? La question vous paraît farfelue, et pourtant... En janvier 1686, à Versailles, Louis XIV est frappé d'un mal terrible. Selon certaines légendes, il aurait été piqué par une plume de son carrosse en s'asseyant. Pendant des semaines, onguents et médecine douce ne donnent rien. Les douleurs royales durent près de 4 mois. En mai, les chirurgiens qui soupçonnent désormais une fistule décident d'opérer. Le médecin du roi, Charles-François Félix, crée même un petit couteau spécial pour l'incision, recouvert d'argent, j'ai nommé le bistouri recourbé à la royale. L'intervention a finalement lieu le 18 novembre 1686, sans anesthésie et dure 3 heures atroces. Une fois l'auguste sphincter guéri, fin décembre, un cantique de grâce est entonné. Il est chanté par les demoiselles de Saint-Cyr, le pensionnat dirigé par la secrète épouse du roi, Madame de Maintenon. Sur l'air de Lully, elle chante « Grand Dieu sauve le roi, vive le roi, qu'un règne heureux, l'appui des cieux, éternise ses jours de gloire ».
Des années plus tard, le compositeur allemand Handel, de passage à Versailles, est frappé par la beauté du cantique. Il note les paroles et la mélodie. De retour à Londres où il vit, il refile le morceau à un pasteur pour une traduction sauce anglaise. Ça donne « God save the King, long live the King ». Le matin, Handel offre ensuite ce tube à Georges Ier en le faisant passer pour sa propre composition. Le succès est immédiat outre-Manche et le souverain, qui ignore les origines du cantique, le fait jouer dans toutes les cérémonies officielles. Qui l'eût cru ? Le plus célèbre chant patriotique anglais est en réalité le fruit improbable d'une Française, d'un Allemand, d'un homme d'église et d'un fessier royal. Voilà, vous dînerez moins bête. Voilà, on voit que l'Europe était déjà faite à l'époque. En tout cas, merci beaucoup Victor de Quiver. Il est temps de les retrouver, Quentin Darmon et Marjorie Adelson. On commence avec vous, Quentin. Alors, vous allez nous parler d'un jeune footballeur italien. Alors, autant vous le dire, Quentin, c'est vrai qu'on parlait assez peu de foot à 28 minutes, donc vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette histoire. Alors à 22 ans, il va découvrir le plus haut niveau du championnat d'Italie. Il est actuellement en stage de préparation avec sa nouvelle équipe de Cremonese et le club est basé en Lombardie, dans le nord du pays. Bon, jusque-là, rien d'exceptionnel, hein, on est d'accord. Sauf que, je vous en parle ce soir, car son nom devrait peut-être vous dire quelque chose. Romano Floriani Mussolini. Voilà, c'est son nom. Oui. C'est l'arrière-petit-fils de Benito Mussolini, fondateur du fascisme et dictateur de l'Italie entre 1922 et 1943. Alors pour sa première saison chez les pros, le défenseur qui joue à droite choisit sur son maillot un sobre Floriani M, c'est le nom de son père, mais désormais, eh bien, il assume, Romano arbore sans honte le nom du Duce depuis l'année dernière. Mon nom de famille dérange les autres plus que moi. Il ne m'a jamais causé de problème. Moi, on en parle. Mieux c'est, a-t-il récemment expliqué. Et pourtant, malgré ce qu'il affirme, son début de carrière a déjà été marqué par une polémique. Oui, c'était en décembre. 2 jours avant Noël, il inscrit son tout premier but avec son club de l'époque, la Juve Stabia, en 2e division. Son prénom est annoncé par le speaker du stade et une partie des supporters lui répond comme un seul homme. Voilà, les images choquent l'Italie. Beaucoup y voient le salut fasciste propre à Benito Mussolini, bras tendu vers l'horizon qu'il adopte comme signe de ralliement dans les années 20 avant d'être plus tard copié par Adolf Hitler en Allemagne. Le soir même, le débat est lancé dans les médias italiens. S'agissait-il vraiment, oui ou non, d'une célébration fasciste? Eh bien, pas du tout, répond le président du club, pour qui ses supporters sont tout simplement les plus corrects du football italien. Oui. Alors, autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. La fédération italienne décide quand même d'ouvrir une enquête et n'a sans doute qu'une peur, que ce genre d'hommage ne se reproduise cette saison. L'instance est déjà régulièrement critiquée pour sa gestion des comportements et chants racistes dans ses stades. Alors, c'est donc pas la première fois que ce genre d'incident survient. Ça veut dire quoi? En Italie, il y aurait comme une nostalgie du fascisme? Eh bien, en tout cas, le culte du Duce existe encore. Le Nouvel Obs s'est penché cette semaine sur le cas du petit village de Predapio. C'est là où est né et où est enterré Benito Mussolini. Plus de 70 000 nostalgiques s'y pressent chaque année pour lui rendre hommage, devant notamment son impressionnant mausolée. Un livre d'or est même mis à disposition du public, et tout cela, eh bien, dans une grande ambiguïté, en fait, puisque l'apologie du fascisme est formellement interdite par la loi italienne, et ça depuis 1952. Bref, 80 ans après sa mort, le fantôme de l'arrière-grand-père de Romano Mussolini rôde encore en Italie, et pas que dans les stades de foot. Merci beaucoup, Quentin. Allez, Marjorie, avec vous, on file en Allemagne, où le pays est actuellement secoué par une polémique. Un zoo a choisi d'abattre 12 singes. Oui, 12 babouins en parfaite santé, et pourtant, ils ont été tués. C'est la décision prise par le zoo de Nuremberg ce mardi, et clairement, ça ne passe pas. En cause, une surpopulation dans les enclos. Alors concrètement, en fait, les singes, ils vivaient à 40 dans ces espèces de cages, alors que c'était maximum 25 singes. Conséquence, les conflits entre les babouins étaient nombreux, et les blessures aussi. Alors évidemment, ça a fait hurler les associations de défense pour les animaux. Elles dénoncent une mauvaise gestion du zoo. C'est vrai que la structure, elle est quand même censée assurer leur protection et pas les tuer. Et la polémique, elle est d'autant plus vive que, vous savez, en ce moment, il y a beaucoup de débats sur l'intérêt réel des zoos. Alors forcément, priver les animaux de leur liberté pour les mettre dans des cages,
pour ensuite les tuer, et bien forcément, ça suscite un tollé. Et malgré la mobilisation, les associations et le public n'ont pas pu empêcher le geste du zoo. Donc. Non, en fait, le zoo avait dit qu'il allait les tuer, mais sans vraiment donner de jour précis. Tout ça a entraîné donc des manifestations dans la ville. Et puis ce mardi, la ménagerie a soudainement annoncé sa fermeture pour la journée. Un signal pour les associations qui se sont dit que peut-être c'était le jour J. Les manifestants se sont donc introduits dans l'enceinte du zoo pour empêcher leur rabattage. Sauf que c'était déjà trop tard. Les militants ont été sortis par la police, vous voyez les images, avec une certaine quand même force. Et de leur côté, les associations ont annoncé qu'elles portaient plainte contre le zoo. Mais un zoo, ça veut dire qu'il a le droit d'abattre comme ça des animaux ? Eh bien, en fait, face à la polémique, le directeur du zoo de Nuremberg a tenu une conférence de presse. Il y a eu pas mal de communiqués qui ont suivi pour tenter justement de calmer la situation. Il affirme que les femelles enceintes ont été épargnées et que les singes ont été tués par balle. Une prise de parole qui se veut rassurante, mais qui provoque en fait tout l'effet inverse. Alors toutefois, cette décision serait conforme aux critères de l'Association européenne des jardins zoologiques et aquariums. Le zoo l'affirme, la décision n'aurait été prise qu'en ultime recours face à l'impossibilité de les accueillir ailleurs. Alors cette histoire, c'est vrai qu'elle choque beaucoup, oui. On le voit, il y a beaucoup de presse qui en parle, notamment en Europe, mais pas que. Mais c'est vrai que ce n'est pas une première. Il y a plusieurs années, c'était un bébé girafe en pleine santé, lui aussi, qui avait été abattu. Cette fois, pour éviter un risque de consanguinité, c'était à Copenhague. En février, donc beaucoup plus récemment, c'est en France, à Montpellier, que plus de 200 chauves-souris venant d'Amazonie ont elles aussi été tuées. Une élue de la mairie vient d'ailleurs d'annoncer qu'elle allait porter plainte. En cause, une reproduction trop rapide. Donc, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est quand même que des experts animaliers se mettent à découvrir que des animaux se reproduisent. C'est quand même un comble. Une bonne réflexion. Merci beaucoup, Marjorie. Merci à vous. Merci, mes amis. À suivre sur Arte la suite d'Opération Sabre, série politique serbe à ne pas rater. Demain, vous retrouverez Benjamin Sportouche pour le Club 28 minutes. Un grand salut à vous, Julia et Valérie, parce que bien sûr, vous serez là vendredi et samedi, mais moi, je ne vous verrai pas lundi, quand je serai là de nouveau. Je vous souhaite de très bonnes vacances et merci à vous de m'avoir accompagné, en tout cas, tout ce mois de juillet. Donc nous, on se retrouve bien sûr lundi, 20h05. À très vite. Tchuss.